Merci. On va peut-être regrouper les questions après, si tu le veux bien, Thierry, en passant maintenant la parole à Joël Deca, qui a aussi son partage de pratiques éducatives à nous présenter. Merci Joël, à toi la parole. Alors, est-ce que là, vous voyez cette fois-ci? Voilà, oui, on voit. Tu peux le mettre en plein écran. Oui, si. Là, voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Désolé pour la coupure, mais on a suivi toute la journée et à 15 heures pile, je ne sais pas pourquoi, ça, problème de connexion. Sabotage. Donc, je ne suis pas seul, on est 4 autour de la table. Je suis accompagné de Céline Carrette et Céline Asbrook, qui sont enseignantes spécialisées qui prendront la parole, et de Bénédicte Hou, qui est la maman de Clément et qui va aussi, à un moment donné, s'exprimer sur notre présentation. Alors, voilà un petit peu le plan. Nos principes d'action, la scolarisation des enfants en situation de polyhandicap de 2005 à aujourd'hui, etc. Je vous laisse lire. Vous serez peut-être attiré par Mon enfant lit, témoignage d'une maman. On a entendu plein de choses précédemment qui sont identiques, mais la pédagogie étant l'art de la répétition, on va vous dire des choses que vous avez déjà entendues, mais peut-être de manière un peu différente. Sur les principes d'action, je vais essayer aussi de rattraper un peu de temps. Le vocable est toujours important. Et le vocable, il amène une posture des professionnels et une vision qui est différente. Un enfant polyhandicapé, c'est un état. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit. Un enfant en situation de polyhandicap, c'est une vision systémique du handicap. Ça veut dire qu'en effet, vous avez la moitié j'ai séparé en deux, la définition de 2017, où à un moment donné, il y a une partie sur l'état et une partie sur la situation de polyhandicap. Alors, on va peut-être un peu bousculer les choses par rapport à ce qui a été entendu tout à l'heure. On n'est pas dans la projection de l'automaticité de la déficience sévère et profonde. On ne dit pas qu'elle ne doit pas être prise en compte et qu'elle n'existe pas, mais ça a été retiré de la définition de 2017. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés cognitives, mais le fait de ne pas projeter la déficience comme étant un fait, un état, on pense que ça a aussi une influence sur notre regard sur ces enfants-là et sur ce qu'on leur propose. Donc, on va faire réagir certainement, mais les outils d'évaluation actuels de la déficience intellectuelle ne sont pas toujours adaptés aux enfants en situation de polyhandicap. Quelques points rapides. Depuis 2005, le droit à la scolarisation pour tous a été posé dans le fonctionnement de l'établissement. L'obligation scolaire s'applique à tous les enfants. Donc, ça veut dire qu'en tenant compte des besoins particuliers, nous devons, sur un principe de base, appliquer cette obligation scolaire aux enfants en situation de polyhandicap, ou au moins tout faire pour pouvoir leur permettre d'y accéder. On a entendu tout à l'heure des classes hétérogènes. Oui, ça fait partie de nos fonctionnements depuis le début. En effet, tous les enfants apprennent avec les autres enfants. J'ai souvent dit comme exemple que nos enfants qui sont allés à l'école n'ont jamais appris les gros mots par les enseignants. Et c'est bien, ils l'ont bien appris par les autres enfants, donc ils apprennent avec les autres enfants. Par contre, l'enseignant structure ou aide à avancer dans les apprentissages. Donc l'hétérogénéité, elle est très importante et qu'il y ait des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui parlent, des enfants qui bougent, des enfants qui ne bougent pas. On en a entendu plusieurs manières de le mettre en avant tout à l'heure. Ce qui a été posé aussi, c'est le droit à l'essai. Ça reprend un peu ce que disait Dominique Juseau à un moment donné et d'autres. On n'est pas, le droit à la scolarisation ne doit pas amener d'acharnement pédagogique, mais voilà, Thierry Danigo a montré des choses. Certains utilisent les tablettes Toby, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Les techniques évoluent, les enfants évoluent, les enseignants évoluent, ce qui veut dire que même si à un moment, un enfant avec lequel on a essayé un certain nombre de choses, ça ne fonctionne pas, il a le droit et nous avons le devoir de réessayer et de retrouver des moments où on peut avancer sur ce sujet. Alors, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, c'est hyper important.
Et en effet, tout le monde doit travailler autour de l'enfant pour faire avancer son projet ou bien faire progresser dans différents domaines. Mais, et c'est important, les enseignants ont une spécificité professionnelle. Et donc, en effet, je suis convaincu et nous sommes convaincus qu'il faut rajouter des postes d'enseignants pour que tous ces enfants aient droit à la scolarisation. Les enseignants ne sont pas seuls, mais ils ont cette spécificité qui est aussi la didactique. Un enfant qui fait quelque chose dans une progression, un enseignant est capable de dire où il en est de la progression par rapport à une certaine forme de normalité. Je ne vais pas vous développer la partie de la compréhension de comment les enfants apprennent à calculer, mais c'est un exemple typique de voilà, la connaissance des quantités, l'aspect ordinal. C'est vraiment une technique professionnelle. Donc, c'est important. Après, ça faisait partie de nos sujets de préparation. Pour les parents, l'école, c'est important. Le droit d'être un élève est une reconnaissance sociale. Et on est élève face à un enseignant. C'est peut-être symbolique, ça ne retire pas la qualité professionnelle de tous les professionnels qui sont nécessaires pour accompagner, mais il y a une part de reconnaissance sociale qu'il faut prendre en compte. Si on a parlé de la personne, les élèves, les enfants, ne peuvent devenir élèves que s'ils sont aussi dans un espace qui est identifié comme étant la classe. On est sur ce principe-là qui a déjà été évoqué plusieurs fois ce matin et cet après-midi. Donc, c'est vraiment un environnement global qui permet à ces enfants de changer de posture. Je vais rapidement passer la parole aux enseignantes par rapport à l'évolution de la scolarisation. Depuis 15 ans, on a fait évoluer notre organisation pour que les apprentissages puissent avoir lieu dans les meilleures conditions, parfois avec des logiques du milieu ordinaire, puisque les enfants vont à l'école, les enfants ordinaires vont à l'école tous les jours. Ça ne veut pas dire que les enfants polyhandicapés doivent aller à l'école tous les jours, mais le fait de mettre de la régularité est quand même quelque chose qui est important dans l'organisation, dans la capacité à apprendre. Et donc, voilà, on a fait évoluer. Et si on a réussi à le faire, c'est ce qui a été évoqué ce matin, c'est qu'on a eu, même si entre 2005 et 2011, il y a eu du turnover, depuis, il y a une stabilité. Et la stabilité de la présence des enseignants et des mêmes enseignantes, ça permet quand même à ces enfants en situation de polyhandicap et à l'organisation d'être stable et d'évoluer au fur et à mesure. Je passe la parole aux enseignants. J'ai plus de son là. J'ai plus de son. Allô, allô. Là, vous m'entendez? Oui, là, ça va, on entend maintenant. D'accord. Donc, il y a quelques élèves. Non, on ne vous entend pas, madame. On vous entend. Il y a aussi la scolarité partagée, voilà, là, qui concerne quelques élèves qui sont accueillis à la fois à l'IEM et dans les écoles. Et il y a ce dont Joël vient de parler, le droit à l'essai, qui vient compléter l'offre pédagogique. Ainsi, tous les enfants accueillis à l'IEM accèdent à un moment ou à un autre à la classe, mais il n'y a pas, avant 2011, d'enfants en situation de polyhandicap dans les groupes classes. Depuis septembre 2012, l'équipe pédagogique est stable et spécialisée. Cette stabilité permet de proposer un projet pédagogique sur un plus long terme. Les enseignants découvrent les enfants, établissent une relation et ne repartent pas de zéro l'année suivante. Petit à petit, les enfants en situation de polyhandicap trouvent le chemin des classes. L'organisation posée ne répond alors plus aux besoins des élèves. Lors du temps de rituel, peu d'élèves s'y retrouvent
Et le groupe classe, qui n'est jamais fixe, rééducation, action éducative, ne permet pas une progression dans les apprentissages. Donc à ce moment-là, on a fait un choix institutionnel où on a posé le fonctionnement de la classe et de l'école comme étant, c'est ce qu'on dit à l'extérieur de fois, un peu sanctuarisé, en essayant de limiter au maximum les sorties de la classe pour les rééducations ou d'autres actions éducatives et pour trouver la place de chacun dans cette période-là. Ça a été un gros travail pluridisciplinaire pour reposer les choses en essayant de dire, de faire entendre ou de partager avec les autres professionnels qu'il n'y avait pas de priorité sur la classe, mais que pour que les apprentissages puissent avoir lieu, il fallait poser une organisation qui permette de. Ça nous a amené d'ailleurs à faire des choix pour certains enfants qui n'ont plus été scolarisés parce que c'était le choix de la famille, parce qu'à un moment donné, le projet éducatif était différent, il y avait plusieurs options. Et à ce moment-là, il y a des enfants qui ont été déscolarisés du groupe classe parce que la famille a choisi de mettre l'accent sur autre chose et que ça posait problème dans l'organisation. Voilà, donc ça a stabilisé largement l'organisation et ça a permis de faire avancer les choses. Allô, allô? On n'entend pas là. Il ne veut pas ma voix. Je disais qu'à partir de ce moment-là, les enfants qui étaient scolarisés en groupe classe, c'était des enfants à la fois en situation de plurihandicap et des enfants en situation de polyhandicap, ils sont scolarisés en moyenne 12 heures par semaine. Alors, voici quelques-uns des élèves actuels. Ils bénéficient du chemin que nous avons parcouru depuis une dizaine d'années au sein de l'IEM. Un chemin qui a été jalonné de rencontres qui nous ont permis de modifier nos pratiques et notre regard sur les enfants en situation de polyhandicap. Nous arrivons à l'IEM, nous découvrons les enfants en situation de polyhandicap. Nous ne savons pas comment travailler avec eux, nous nous questionnons, quel peut être leur niveau, quelles activités leur proposer en classe, comment les adapter. Nous sommes qualifiés en tant que professeurs des écoles, nous sommes qualifiés en tant qu'enseignants spécialisés diplômés, mais nous ne savons pas comment enseigner, comment garder notre identité professionnelle face à des enfants en situation de polyhandicap, si loin des normes scolaires. Nous sommes qualifiés, mais nous ne sommes pas compétents. En 2012, les enfants scolarisés de façon régulière sont ceux qui ont une communication infraverbale efficace avec les professionnels. Ils répondent aux sollicitations et interpellent, ont pour la plupart un oui non fiable, quelques capacités de désignation avec la main. Un des objectifs principaux en classe est la communication. Très vite, nous adaptons les supports, les programmes aussi. Nous acceptons de faire des impasses quand cela relève de la déficience. Est-il nécessaire d'apprendre à coller alors que cela demande un effort moteur important? Non. L'essentiel est de répondre à l'objectif, de travailler une compétence. Nous enrichissons nos pratiques avec des approches multisensorielles, le Makaton, Borel-Maisoni, la méthode des alphas ou la DNP, et les nouvelles technologies. Nous continuons d'évaluer les enfants susceptibles de venir en classe sur des compétences de maternelle. Au fil des années, le profil de nos élèves en situation de polyhandicap se diversifie. Les enfants plus mystérieux, avec une communication moins évidente, trouvent le chemin des classes. Pour nos élèves, et encore plus particulièrement pour les jeunes dont la communication est moins facile à déchiffrer, les nouvelles technologies nous ont été d'une aide précieuse. En 2015, l'IEM investit dans une tablette à commande oculaire. Cela a permis à certains enfants de commencer à dévoiler leurs compétences cognitives. Avec la tablette à commande oculaire, une révolution s'est opérée dans nos classes. Nous avons compris, nos élèves et nous, que le regard pouvait agir, choisir, leur permettre de s'exprimer et ainsi remplacer leurs mains et leur voix. Depuis ce moment, la désignation par le regard, avec ou sans tablette oculaire, est une adaptation courante de nos pratiques. En septembre 2016, avec le changement d'organisation, nous proposons un groupe d'apprentissage systématique de la lecture à un groupe d'élèves mixtes.
des élèves en situation de plurihandicap et des élèves en situation de polyhandicap. Au bout de quelques semaines, nous évaluons que les élèves en situation de polyhandicap ont déjà construit des compétences de lecteur. Ils sont capables de lire une phrase et d'y associer une illustration. Alors, nous avons des hypothèses sur la façon dont ils pourraient avoir construit ces apprentissages. Ils sont sensibilisés au quotidien à la lecture, parce qu'on leur lit des histoires, des albums, que ce soit à la maison ou à l'IEM. Peut-être qu'ils se sont appropriés aussi des outils qu'on utilise dans la classe, même sans apprentissage systématique de la lecture. Ils ont pu développer des compétences grâce au Makaton, au Borel Maisoni, l'étude d'albums, aux différents écrits qui proposent nos affichages. On peut aussi envisager un fonctionnement neuronal différent qui serait dû aux limitations physiques des enfants, de la même manière qu'une personne avec une déficience visuelle peut développer d'autres sens. Peut-être que ces enfants ont développé une autre voie d'apprentissage de la lecture qui ne serait pas encore identifiée. Nous pressentons que nos élèves savent lire des textes plus complexes. Alors, en septembre 2007, nous tentons d'en savoir plus sur la capacité de leur lecture et sur les textes auxquels ils ont accès. Nous leur proposons un atelier de littérature 1 heure par semaine. Le pari est de leur proposer des textes de la littérature de jeunesse qui sera adaptés à leur âge, c'est-à-dire des supports de cycle 3. Des nouvelles de Bernard Friot au roman Harry Potter à l'école des sorciers, les styles, les univers, les genres, les contextes, le vocabulaire. Rien n'a posé problème à nos élèves. Rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas besoin d'adaptation du texte et que leur stratégie de lecture nous déroute. Ils lisent une double page de roman en quelques secondes. Ils répondent à des questions de compréhension sans jamais revenir au texte. Certains sont capables de citer des passages du texte de mémoire. Pour exprimer leurs réponses, certains élèves ont besoin de nous. Alors, afin d'être sûr de ne rien induire, l'une de nous ne lisait ni le texte, ni le chapitre, ni le questionnaire, et elle accompagnait les élèves dans leur expression des réponses. Leurs résultats nous attestent qu'ils lisent, qu'ils comprennent, alors qu'ils regardent le texte quelques secondes. Leurs stratégies sont différentes des nôtres, mais efficaces. Les enfants en situation de polyhandicap sont lecteurs. En septembre 2018, nous rencontrons Emma. En 2012, nous lui aurions proposé des évaluations de maternelle. Mais notre expérience avec des élèves qui lui ressemblent nous amène à lui demander si elle sait lire et à l'évaluer en lecture dès le jour de la rentrée. Elle lit aussi bien et avec les mêmes stratégies que les élèves du groupe littérature. Nous aimerions que le cheminement que nous avons fait en nous laissant surprendre et bousculer par nos élèves, en acceptant l'improbable sans le comprendre, en constatant leurs compétences et leurs stratégies sans comprendre leur fonctionnement, bénéficie à d'autres. Cette rencontre est un point de rupture dans notre parcours. Nous avons pris le temps de le relire, d'analyser les moments qui nous ont fait réfléchir, progresser, proposer d'autres choses aux élèves. Fin septembre 2018, nous sommes en plein questionnement sur la façon dont nos élèves ont construit leurs compétences. Nous sommes déstabilisés, surprises, mais prêtes à accepter ce que nous avons constaté. Nous pensons même que les enfants nous ont attendus, qu'ils nous ont montré au fur et à mesure ce dont ils sont capables. Un peu comme s'ils nous avaient accompagnés dans notre évolution en nous permettant de rester dans notre zone proximale de développement. C'est à ce moment de notre réflexion qu'une idée un peu folle jaillit. Si nos élèves ont appris tant de choses sans nous, pourquoi pas les autres? Ceux avec qui nous sommes en difficulté depuis le début. Ceux pour qui nous cherchons ce qui les intéresse. S'ils réagissent à la musique, à l'écoute d'albums, aux albums à toucher. Nous ne sommes pas en mesure de percevoir s'ils portent un intérêt à ce que nous leur proposons, ou si nous le percevons, nous ne savons pas comment l'utiliser pour aller plus loin. Nous ne constatons pas d'attention conjointe, de oui-non fiable, d'expression de choix. Et si leur proposer de l'écrit pouvait être une entrée, une nouvelle forme d'évaluation? C'est ainsi qu'un matin, au lieu de présenter un choix de photos à Luca, Anaël, Jenna, Angélique, activité pour laquelle ils n'ont jamais montré d'intérêt, nous leur proposons de désigner leur prénom parmi 2 propositions écrites. Alors que nous sommes prêts à voir, à accepter, nous sommes sidérés en constatant qu'ils s'intéressent à ce que nous leur demandons, qu'ils font preuve d'attention conjointe et qu'ils regardent le bon prénom. Après plusieurs jours, nous tentons de les évaluer sur la lecture de mots écrits qu'ils ne voient pas tous les jours, des noms d'animaux. Nous sommes allés plus loin et affirmons aujourd'hui qu'ils lisent des textes. Ces enfants, aujourd'hui élèves, ne sont pas forcément scolarisés en groupe classe.
car ce dernier ne répond pas à leurs besoins éducatifs particuliers. Cependant, ils sont scolarisés de façon régulière en groupe de besoins. Impose à l'enfant un statut péjoré. Un regard qui cherche en l'enfant à devenir instaure une dynamique de rencontre. Évaluation de compétences cognitives, la reconnaissance de leurs compétences dans les yeux d'un autre leur permet assurément d'exister différemment, de conquérir un nouvel espace d'existence. En regardant au-delà du handicap et des limitations qu'il suppose, en regardant les enfants sans a priori, avec la volonté de les découvrir alors qu'ils s'ouvrent et brillent au-delà de la classe, dans d'autres activités, dans la vie quotidienne, à l'IEM ou à la maison. Mais comme le dit Robin Sharma, le changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Alors, c'est sûr que le fait d'exprimer tout ça est un peu perturbant et nous a perturbé aussi beaucoup. Je corrige un petit peu en ne disant pas les enfants polyhandicapés lisent. Certains enfants en situation de polyhandicap sont capables de démontrer des compétences en lecture. Et le fait de le dire, nous, entre professionnels, c'est une chose, mais il est plus intéressant de parler à une maman qui a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, Madame Wu, qu'est-ce que vous pouvez au moins nous décrire un peu Clément que l'on voit ici sur une vidéo et comment Clément est considéré depuis tout petit? Alors, Clément est né il y a maintenant 12 ans. Il a souffert d'un manque d'oxygène à la naissance qui a entraîné chez lui un retard de développement, d'importantes difficultés motrices, l'absence de langage. Clément est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il est catégorisé dans ce que l'on appelle le polyhandicap. Quand on nous apprend le handicap de Clément, on nous exprime le fait qu'il sera lourdement dépendant, qu'il ne marchera probablement jamais, qu'il ne parlera pas. On nous décrit Clément, et les mots sont un peu durs, mais on le décrit comme une plante verte. En effet, quand on parle de polyhandicap, peu de professionnels se prononcent sur les éventuelles capacités à progresser. Clément est pris en charge à l'Institut d'éducation motrice de Houplines, où jusqu'en 2020, il ne bénéficiait d'aucun temps de scolarisation régulier. On n'entend pas le son là. Je laisse le masque, je vais le retirer. Donc, il avait des essais depuis un certain nombre d'années. Et puis là, il y a une espèce de changement de paradigme sur l'évaluation. Et donc, vous êtes reçu le 4 novembre 2020 par les enseignantes et par une enseignante et par l'orthophoniste. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, peut-être, s'il vous plaît? Oui, le 4 novembre 2020, c'est une date que l'on n'oubliera pas. Quand Céline est intervenue pour nous exprimer le potentiel de Clément, je décrirais ce moment un peu comme un tsunami émotionnel, parce qu'on a l'impression de débarquer dans une salle où on ne devrait pas être, qu'on fait un rêve éveillé. On a l'impression de vivre quelque chose qu'on ne devrait pas. On ne va pas dire un cauchemar pour une fois, parce que quand on apprend le handicap d'un enfant, c'est souvent difficile à entendre, à encaisser. Mais quand ce sont de bonnes nouvelles comme ça, c'est aussi difficile sur le plan positif parce que ça nous chamboule. Nous ne pouvions même pas imaginer que ce soit possible que Clément sache lire, puisque nous ne lui avons jamais appris. Moi qui suis une maman cartésienne, encore moins. Ça a été d'autant plus étonnant pour nous d'apprendre cette nouvelle qu'il est assez rare dans le monde du handicap que les professionnels s'avancent avec autant de conviction et d'engouement sur les compétences et les opportunités d'aller de l'avant avec nos enfants. Nous avions tellement l'habitude d'entendre « votre enfant n'est pas capable de… » Bon, donc nous n'allons pas travailler ça. Votre enfant ne saura jamais faire ça. Les Céline ont enfin, grâce à ces capacités découvertes chez Clément, ouvert le champ des possibles. Allô, allô. Oui, excuse-moi, je remets mon masque à chaque fois entre deux. Vous avez cette annonce le 4 novembre 2020. Forcément, ça vous a surpris. C'était
positif. Vous avez Joël, on t'entend pas. une espèce de tsunami. Est-ce que là, ça va mieux? C'est parce que comme on a dû bouger l'ordinateur, vous essayez de parler plus fort. Et donc, vous avez fait des essais à la maison pour vérifier ce qu'on vous a annoncé. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner les 3 expériences que vous avez relatées? Oui, alors en rentrant à la maison, il a fallu qu'on teste, qu'on vérifie, qu'on expérimente à notre tour ce qui nous avait été dévoilé à l'IEM par les institutrices et l'orthophoniste. L'idée, ce n'était pas de les contredire, bien au contraire, mais de voir si Clément, une fois qu'il savait qu'on connaissait son secret, acceptait de nous en dire davantage et de dévoiler un peu plus ses compétences à la maison. Nous avons donc tenté quelques petites expériences. La première a été faite le soir même. Pour la faire rapide, lors du repas du soir, le papa de Clément était en train de préparer des crêpes et nous nous sommes dit, eh bien, on va demander à Clément s'il en veut pour son dessert. Nous avons donc sorti 2 petites étiquettes, une sur laquelle était inscrit le oui et l'autre sur laquelle était inscrite le non. Nous les avons présentées à Clément et nous étions sûrs de sa réponse. Pour nous, ce serait oui, étant donné qu'il adorait les crêpes. À notre grand étonnement, il a pointé son regard vers le non. Ses frères et sœurs nous ont répondu du tac au tac, ce n'est pas possible, Clément adore les crêpes. Les Céline nous avaient invités à ne poser qu'une seule fois la question en nous disant vous ne posez jamais 3 fois la question à un enfant pour savoir s'il veut des bonbons, donc ne posez qu'une seule fois la question à Clément. Nous n'avons donc pas insisté. Nous avons décidé, comme l'a suggéré la petite sœur de Clément, de lui poser une autre question. Et la question était, est-ce que tu veux aller au lit? Cette fois, Clément a orienté le regard vers le oui, et au même moment, il se met à bâiller et se met à sourire. Nous le mettons donc au lit. Ce soir-là, il est très calme et s'endort vite. Après cette expérience bouleversante, puisque c'était la première, nous avons enfin compris que Clément était capable de répondre par oui ou par non en regardant une affichette. La deuxième expérience a été de mettre Clément devant la télé. Généralement, Clément, les écrans, ça l'insupporte. Quand on le met devant un film, il s'intéresse davantage à la musique de fond plutôt qu'à l'image. Et cette fois-là, on a décidé de lui donner un dessin animé avec les paroles en sous-titres. Et quand on l'a mis, ce dessin animé, il n'a jamais décroché le regard de l'écran. Il a fait des bravos avec les mains et a vocalisé beaucoup plus que d'habitude. Cette situation nous a tout autant impressionnés parce que le fait que Clément regarde un écran attentivement n'était vraiment pas habituel. Ça nous a confortés sur le fait qu'il marquait bien son intérêt pour le texte. La dernière anecdote qui nous a impressionnés également, lorsqu'un dimanche, j'ai voulu proposer un livre à Clément, un livre pas forcément de son âge puisqu'il s'agissait de Babar et le livre comportait 2 histoires. La particularité du livre était qu'il comportait sur la double page le texte sur la partie de gauche, bien distincte de l'illustration qui était sur la partie de droite et inversement, mais dans tous les cas, le texte et les illustrations étaient bien séparés. Lorsque j'ai ouvert le livre, Clément a tout de suite pointé le regard sur le texte. Il l'a regardé, au bout de quelques secondes, il s'est mis à lever le regard en l'air et à regarder le plafond. Je me suis dit, je vais tourner la page. Dès que la page fut tournée, il s'est replongé dans le texte et après quelques instants, il a regardé à nouveau en l'air. J'ai donc recommencé la même chose en tournant les pages. Au bout d'un moment, alors que je tournais toujours les pages, je le vois frapper des mains sur la double page. C'est quand j'ai tourné la page que je me suis rendu compte que c'était une autre histoire qui commençait. Je me suis alors dit qu'il voulait me dire qu'il avait bien compris que l'histoire était finie. Là aussi, ça a été un grand moment pour moi, là aussi. C'est compliqué, bien sûr, pouvoir donner l'ensemble des éléments de ce qui se passe depuis l'année dernière, mais est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que le fait de regarder différemment et d'avoir repéré cette compétence, ça a changé des choses chez Clément, chez vous, dans son attitude? Et puis, est-ce que ça change votre vision pour l'avenir de Clément? Cette expérience est encore récente, parce que le 4 novembre 2020, c'était il y a un an.
Oui, effectivement, il y a eu un vrai impact sur notre vie quotidienne. Ça a en tout cas changé complètement le regard qu'on avait sur lui, et ça, c'est indéniable. Et ça a changé également le regard des personnes à qui nous apprenons les capacités de Clément. Parce que Clément est désormais perçu comme quelqu'un, comme une personne capable de comprendre et de s'exprimer. Au final, ça change tout, parce qu'on considère désormais la voix de Clément et ses choix comptent pour nous. Depuis, avec l'appui de l'équipe éducative, Clément a des heures de classe où il peut explorer de nouvelles expériences au travers de textes. Il y a peu, j'ai même appris que mon enfant faisait des mathématiques au travers de petits problèmes et qu'il y prenait plaisir. En séance d'orthophonie, Clément apprend à se servir d'une tablette à commande oculaire. 1 heure, c'est bien, mais c'est tellement peu pour développer ses potentialités. Nous avons donc tout mis en œuvre pour financer cette propre tablette à commande oculaire qui le suivra partout. Il est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Danigo, que nous sommes dans une ère des technologies. Et si on arrive à en faire profiter nos enfants, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Alors Clément, vous le voyez peut-être sur la photo, il a une manchette sur la main gauche, parce que Clément développe beaucoup de comportements de frustration. Ça fait quelques années qu'il se mord le poignet pour exprimer le plus souvent un comportement négatif. Alors pour nous aussi, apprendre les compétences de Clément, c'est aussi ouvrir de nouvelles portes pour la communication et aussi ouvrir l'espoir d'en finir avec tous ces gestes de frustration, puisque si on arrive à comprendre Clément, s'il arrive à faire des choix et s'il arrive à s'exprimer, peut-être qu'on en arrivera à diminuer tous ces gestes de frustration. Par rapport à l'avenir, nous, on sait qu'il reste du travail, que le travail de la communication va être long et fastidieux, mais en tout cas, l'avenir est plein d'ambition et il ouvre de nouvelles portes grâce à cette découverte. Améliorer la communication, c'est faire un pas de plus vers l'autonomie et la liberté. Un enfant qui s'exprime, qui fait des choix, sera forcément plus autonome dans la société. Personnellement, je pense que Clément a eu la chance de trouver sur son chemin des professionnels qui ont su voir en lui ses potentialités et je les en remercie. Il n'est probablement pas le seul à avoir ces compétences. Et aujourd'hui, être polyhandicapé ne doit, pour moi, ne pas se résumer à un état de fait. Nous en avons aujourd'hui la preuve. Merci beaucoup, Madame, pour ce témoignage. Alors, on va conclure, Bruno. On arrive sur la conclusion. Merci, Joël. Le et après. La présentation ne me remet pas en cause tout ce qui a été dit précédemment, mais nous questionne sur la vision très constructiviste des prérequis avant de passer d'une étape à une autre. Notre vision aujourd'hui, c'est que ce sont des enfants qui sont sur des développements très disharmonieux et que le fait d'attendre qu'une étape passe à une autre étape peut être, pas pour certains, pas la meilleure manière de les évaluer. Alors, si on avait dit ils évoluent bien, ils restent sur cette disharmonie, mais avec des éléments plus évolués, ça ne pose pas de questions. Mais là, on est sur la lecture. Alors forcément, ça interroge. C'est comme si on avait cassé un plafond de verre. Alors, on a entendu, des fois, ici, puisqu'on l'a présenté aussi lors de Polyscole en 2019, on a entendu ils ne sont pas polyhandicapés. OK. Puisqu'ils ne sont pas déficients intellectuels parce qu'ils savent lire. OK. Nous, on dit ils sont en situation de polyhandicap. Ils l'étaient avant les évaluations. Ils ne le sont plus peut-être par moment quand on arrive à les faire montrer leurs compétences. Et une fois qu'ils sont sortis des espaces où ces compétences sont reconnues, ils le redeviennent immédiatement. Et ils ne sont pas, tous les enfants en situation de polyhandicap qui sont chez nous ne sont pas dans cette situation, mais on les remet dans cette situation. Et je peux vous dire qu'on a l'expérience de jeunes de chez nous qui ont ces compétences, qui partent vers le secteur adulte et pour lesquels on dit il a ces compétences-là, mais qui ne sont pas forcément prises en compte. Alors, ça ne règle pas tout, mais ça ne fait que poser des questions. Bien sûr, ils ont appris peut-être de manière différente. Est-ce qu'on a quand même vu des enfants dont les familles ont les mêmes pratiques que les enfants ordinaires, les lectures d'histoire, les albums, etc.
la scolarisation reste compliquée pour ces enfants, voire impossible sur du collectif, même avec les aménagements, parce qu'il y a des fois des comportements qui gênent le collectif. La grande question, c'est le transfert de ces capacités dans l'autonomie au quotidien. Ils savent faire ça, mais à quoi ça va leur servir? Et même si on essaie de faire des transferts, ça ne va peut-être pas changer grandement leur vie dans leur action au quotidien. Mais peut-être que ça va changer leur vie sur leur bien-être psychique. Et on en a parlé juste avant par rapport à des éléments de frustration. Est-ce qu'on va réussir à faire passer le message auprès des autres équipes? On a eu la chance d'avoir des retours de famille quand on leur a dit, qui étaient plutôt des retours positifs, mais je peux vous assurer qu'on a un témoignage d'une maman qui nous a dit ça fait 10 ans, 12 ans qu'on dit que mon enfant a l'intelligence ou ne dépassera pas un niveau intellectuel d'un gamin de 18 mois, alors qu'il en avait 12 ou 13. Et elle s'est rendue compte qu'en effet, il comprenait des choses et il ne l'avait pas forcément exprimé. Et elle dit, mais je l'ai géré, le quotidien était géré comme s'il avait 18 mois, donc des conversations d'adultes devant des enfants. Ça pose des tas de questions. Et on espère vraiment que les nouvelles technologies vont nous permettre d'avancer. Alors, on sait qu'on bouscule un peu avec ça. On a participé au colloque, je l'ai dit, au colloque, voilà, on avait envoyé les éléments, on a essayé de continuer ce travail-là, mais on n'a pas eu de retour. Il y a un témoignage écrit qui va sortir chez l'Harmattan, là bientôt. Là, il est en phase de relecture et de composition, où ce témoignage complet va être posé. Il y a dans le livre de Juliette Speranza, L'échec scolaire n'existe pas, un chapitre qui est consacré au travail des enseignants à l'interne de l'IEM du bord de Lys. Et nous avons été raccrochés au projet Célépar, qui est mené par Pierre Ancet et Juliette Speranza, qui est sur l'autisme et sur les personnes autistes dites à bas niveau de fonctionnement, mais qui ont des compétences particulières. Et donc là, ils sont venus voir et ils nous ont raccrochés à cette recherche en disant peut-être qu'on trouvera des pistes aussi à cet endroit-là. Voilà, on sait qu'on est peut-être un peu à part, mais il y a plein de choses qu'on fait de manière identique. L'objectif de ce témoignage, c'est peut-être juste d'ouvrir la porte d'un pas de côté en se disant peut-être que si on essaye des choses qui normalement ne devraient pas fonctionner, toujours avec la bienveillance, parce que je sais que les enseignantes, quand elles font les essais, elles leur disent on va essayer ça et on verra bien, et c'est pas grave. Mais peut-être qu'en s'ouvrant d'autres possibles que la partie prérequis positiviste, on va réouvrir des possibles pour ces enfants-là. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long, mais... Merci beaucoup l'équipe. Merci Joël et merci à madame, la maman qui a témoigné. Et merci aussi à la professionnelle qui était auprès de vous. C'est certain que, évidemment, c'est très déstabilisant et comme vous le dites, ouvrir un pas de côté, changer de regard, de polyhandicap ou polyhandicap. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de débats. Je ne sais pas si on peut se permettre d'aborder maintenant, alors que ce sont des débats majeurs et qui vont sans doute susciter beaucoup de réactions. Peut-être y a-t-il d'emblée une autre réaction par rapport à ce témoignage déstabilisant. On se disait ce matin de qui parle-t-on? Je ne sais pas, moi, j'ouvre quand même là la porte à ceux qui voudraient réagir s'ils sont déstabilisés ou effectivement très dubitatifs, si je puis dire, excusez-moi ce terme, parce que votre témoignage est très fort et très affirmatif à juste titre. Mais bon, je ne sais pas, j'ouvre la porte. Oui, Bruno, si tu veux, j'aimerais bien intervenir. Volontiers, Philippe. Docteur Philippe Perron, neuropédiatre. Oui. Alors, moi, je vais peut-être aborder ce problème-là sur l'aspect médical. Alors, je comprends très, très bien et je suis très, très content du témoignage de la maman de Clément, mais et je suis tout à fait d'accord avec Joël pour dire qu'il faut toujours essayer de tenter le maximum de choses avec ses enfants. Par contre, ça a été dit un petit peu partout, moi je pense qu'il faut quand même qu'on reste dans une définition du polyhandicap qui soit acceptée par tout le monde.
Et je ne comprends pas bien la différence que fait Joël entre un enfant polyhandicapé et un enfant en situation de polyhandicap. Les enfants handicapés et pas polyhandicapés, on les appelait polyhandicapés il y a 10 ans, maintenant on dit qu'ils sont en situation de polyhandicap, de handicap, ce sont exactement les mêmes. Donc je ne comprends pas cette différence entre le polyhandicap et la situation de polyhandicap. Moi j'estime en tant que médecin, et je me trompe peut-être, que Clément était à tort étiqueté enfant polyhandicapé. Ça n'est pas un enfant polyhandicapé. C'est un enfant qui a des gros problèmes moteurs, qui a d'autres problèmes aussi, mais qui n'est pas un enfant polyhandicapé. Et ça, il faut faire très attention à ça, parce que le polyhandicap, quand même, la définition a été faite pour que ces enfants-là soient reconnus comme tels, soient accueillis comme tels, soient reconnus comme ayant besoin de soins, d'un accompagnement particulier. Si on sort de ça, on va sortir de beaucoup de choses très importantes pour ces enfants-là, notamment au niveau de la scolarité, de la prise en charge et de tout ce dont ils ont besoin. Même si on sait que la définition de polyhandicap, elle représente une réalité clinique très hétérogène avec une disparité des situations, je pense qu'il faut toujours garder en tête certains éléments incontournables dans la définition du polyhandicap. Je pense que c'est important. Sinon, ça peut aussi donner de l'espoir à des gens, à beaucoup de parents, en disant ben, « Pourquoi est-ce que mon enfant qui est polyhandicapé ne parle pas ?» Il y a des enfants polyhandicapés qui parlent. Thierry Danigo disait tout à l'heure « L'enfant polyhandicapé ne deviendra pas lecteur ». Je crois que beaucoup de gens pensent ça. Je pense que la lecture n'est quelque chose qui n'est pas accessible à un enfant polyhandicapé tel qu'on le définit, tel qu'il était défini par le Programme national de diagnostic et de soins, qui a été approuvé par la Société française de neurologie pédiatrique, qui est accepté par tout le monde. Donc, il y a une définition, il faut s'y tenir. Voilà. Donc, on va peut-être me dire que je suis un ayatollah de la définition, mais je pense que c'est important que ces enfants-là soient définis par ce qu'ils sont vraiment. Voilà. D'autres réactions? Merci beaucoup Philippe. D'autres réactions? Y a-t-il effectivement donc des enfants polyhandicapés et des enfants qui ont des capacités supérieures sur le plan intellectuel et qui ne relèvent pas de l'appellation polyhandicapé? Y a-t-il une césure? Y a-t-il un continuum? Bon, c'est des questions fortes. C'est vrai que la définition nouvelle du polyhandicap dans la loi ne parle plus de déficience intellectuelle sévère ou profonde, mais je le disais ce matin, la HAS a repris cette notion dans ses recommandations pour définir le polyhandicap. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à ces témoignages? Il y a Dominique Juseau qui a levé la main. Dominique. Vas-y Dominique, s'il te plaît. Oui, alors je vais remettre ma vidéo, mais je suis un petit peu d'accord avec Philippe Pernes que peut-être c'est une histoire de diagnostic différentiel, mais peut-être qu'on a pris l'habitude maintenant de parler de polyhandicap un peu plus rapidement qu'autrefois. Et moi, je me souviens qu'autrefois, on disait qu'on ne pouvait pas prononcer ce mot de polyhandicap avant 5, 6, 7 ans, etc. Et maintenant, à 2 ans, on dit, de toute façon, celui-là, il est polyhandicapé. Et peut-être que c'est là que se situe la difficulté et que grâce à ce genre de situation, grâce à d'autres qu'on a connus avec des jeunes qui se sont trouvés face à une tablette, à une synthèse vocale et dont la première parole, entre guillemets, a été de dire « je veux apprendre à lire », forcément, c'est très déstabilisant, surtout pour la maman qui, pendant 26 ans, n'avait pas considéré sa fille comme capable de quoi que ce soit comme réflexion ou raisonnement, etc. Et je pense que ça nous montre encore une fois et encore et toujours que plusieurs choses sont importantes. D'abord, jamais cataloguer trop vite un enfant. Et deuxièmement, toujours lui donner la possibilité de montrer ses capacités. Et donc, en tant que professionnel, toujours observer. Et ce n'est pas notre savoir de professionnel qui permet de prononcer quelque chose sur un enfant, mais
il faut vraiment, vraiment, vraiment aller chercher chez chacun ce qu'il a au fond de lui-même. Et on l'a vu très, très fortement avec les autistes. Les enfants autistes qui étaient considérés il y a 20 ans comme tous incapables de quoi que ce soit, eh bien, on sait très bien maintenant qu'il y en a qui sont tout à fait intelligents et qui peuvent même travailler, etc., etc. Donc, probablement qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore su déterminer. Alors, peut-être que notre définition du polyhandicap évoluera, peut-être. En l'état actuel des choses, elle a été quand même validée par un certain nombre de personnes particulièrement compétentes en termes médicaux. Est-ce qu'il faut revoir les choses et en particulier à la lumière des nouveaux outils dont nous disposons avec le CP, etc. Et peut-être que nous apprendrons encore bien des choses, c'est possible. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se prononcer, mais c'est vrai que pour l'instant, ces enfants-là peuvent pas vraiment être considérés comme polyhandicapés, mais à un moment, on les a considérés, mais parce que il y a aussi des enfants qui, à un moment, sont enfermés dans leur autisme. À 5 ans, ils disent rien, ils font rien, etc. Et puis, à 10 ans, ils sont complètement transformés parce qu'on les a pris en charge d'une certaine façon. Et tant mieux. Ce qui est essentiel, c'est qu'un enfant puisse progresser. Et donc, vraiment, je crois qu'effectivement, on doit leur proposer à tous quelque chose, et c'était le sens de ce que je disais ce matin. Même quand ils sont dans un établissement, il est absolument indispensable que leur soit proposé des apprentissages. Merci. Je m'arrête. Dominique, tu nous rappelles qu'il ne faut jamais cataloguer trop vite. Voilà. Il faut donner à tous les enfants la chance de développer toutes leurs potentialités. Oui, Philippe. Je voudrais, voilà, moi je voulais… Dominique Crunel. Oui, Dominique Crunel, oui. Moi, je suis vraiment intimement convaincue que pour chaque enfant, il faut se donner le temps, ce qui nous a été montré là. On a déjà vu l'intérêt de tous ces regards croisés entre parents professionnels et de réajustement d'objectifs, d'outils et de modalités. Je pense que quand on défend la notion et la définition, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là quand on parle d'enfant, mais la définition en tout cas du polyhandicap, c'est pas une définition d'enfant, c'est une définition de difficulté. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas mettre toutes nos énergies sur ceux qui ont le plus de compétences. Et moi, c'est un petit peu le problème que je rencontre quand je vais dans certains établissements où très clairement, on sait bien maintenant, un établissement pour polyhandicapés, en fait, est appelé à accueillir des enfants avec des profils extrêmement différents les uns des autres. Et que moi, j'ai tendance à revenir sur ce concept de polyhandicap pour les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui clairement… Il suffit de les voir et de les revoir, et on les revoit régulièrement, et on est bien convaincu qu'il y a très peu ou pas d'accès au symbolisme, pas d'accès au verbal, pas d'accès aux apprentissages complexes. Et je pense que pour cela aussi, il faut une scolarisation, mais une scolarisation telle qu'on a pu en voir quelques témoignages par les équipes précédentes. Et puis, évidemment, dès qu'on repère des compétences plus élaborées, apporter cette fois des outils beaucoup plus qui font appel à davantage de symbolisme. Et je crois que c'est toute la complexité. Et moi, ce qui m'apparaît souvent dans les établissements, voilà, je le dis peut-être un peu crûment, mais vous savez bien qu'il y a peu de rééducateurs, alors très peu d'orthophonistes, c'est quand même la profession que je connais le mieux, et que finalement, la plupart des orthophonistes, finalement, se consacrent à ceux qui ont le plus de capacité d'apprentissage, parce qu'on manque de temps, on manque de professionnels. Et moi, je me bats pour que les plus démunis aient aussi accès et à la rééducation et à la scolarisation, qui sont celles qui doivent leur correspondre. Et je crois que ça, c'est le problème que je rencontre en me déplaçant. Alors, est-ce que c'est un problème de définition? Sûrement. Par contre, je pense que on a tous rencontré, bien évidemment, des jeunes avec des pathologies motrices très sévères, avec
l'absence de langage oral. Pour autant, le langage est construit dans la tête. Et je pense, et là je continuerai à affirmer, contrairement à ce qui vient d'être dit, que celui qui n'a pas construit son langage ne peut pas accéder au langage écrit. Et le langage, ce n'est pas que de l'oral, c'est le langage qu'on a construit dans la tête. Je crois qu'il faut faire la différence entre la construction du langage et l'accès à la parole. Voilà ce que je voulais essayer d'ajouter. Merci. OK. Donc, effectivement, je crois que ces questions sont vraiment importantes, y compris d'ailleurs sur le plan de ce qu'on appelle la cognition, parce qu'effectivement, je crois quand on parle de la lecture, on a une représentation normée et c'est vrai que je rejoins ce que disait Dominique Juseau tout à l'heure. Avec l'autisme notamment, on a découvert à quel point la cognition était multiple et variée, et donc il n'y a pas une cognition, il y a des stratégies de connexion, de cognition. Et donc, plutôt que de parler d'intellectuel, maintenant on parle de cognitif, et c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que le cognitif est tellement varié que on est surpris, et donc il faut à la fois se laisser surprendre et en même temps bosser là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a sans doute des mécanismes de mémoire photographique, il y a des tas de choses qui font penser à la lecture, mais qui sont passées, comme le disait tout à l'heure Joël Decab, par d'autres stratégies cognitives dont beaucoup nous sont encore peu connues. Bien.